Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous dans cette émission. Avec Floride, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un acteur politique en République démocratique du Congo. Il est sénateur, il s'appelle Tristan Etumba Boyengo. Avec lui, nous allons parcourir l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et dans notre échange, évidemment, vous aurez l'opportunité de pouvoir le connaître davantage. Tristan Etumba est notre invité. Bienvenue et merci de nous recevoir ici dans le cadre de cette émission. Bonjour, cher Floride. Alors, vous êtes moins dans les médias, dans les télévisions. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour notre émission. Alors, la question qu'on pourrait se poser, qui est Tristan Etumba ? Tristan Etumba est un fils du pays, congolais. Tristan Etumba est un sénateur de la République, dévoué pour le développement de son pays en tant que jeune, comme tout autre jeune. Et Tristan Etumba est le fils du général Etumba et de Madame Germaine Maïza. Je suis donc un ressortissant de la province de l'Équateur, précisément de Bassin-Koussou, et mon village se trouve à Pélengue. Voilà. Alors, est-ce que Tristan Etumba ne fait pas partie de ce qu'on dit à Kinshasa, quelqu'un qui aurait bénéficié d'un chemin tracé par son père? Ben écoutez, les gens n'ont pas si tort que ça. Ils n'ont pas tort. Moi, je suis d'accord avec cette phrase. Bon. Ceux qui disent fils à papa, peut-être pour taquiner ça et là, je trouve ça d'ailleurs vulgaire, parce que tout le monde vient de quelque part, a des origines, et moi, mes origines sont celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, je suis bel et bien le fils de mon père et de ma mère, qui sont tous les deux congolais. J'ai bénéficié d'une éducation chrétienne auprès d'eux, une éducation aussi sur laquelle on insistait beaucoup sur la fraternité, sur l'humanisme, sur le partage des valeurs morales pour une société qui se veut émancipée et épanouie. Donc j'ai bénéficié de toutes ces richesses morales auprès de mes parents, et donc j'en suis très très fier. Cela m'a emmené à être docteur en droit et professeur d'université. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre parcours, Tristan Etumba, un produit à la fois local, parce que vous avez fait vos études ici, vous avez décroché votre diplôme d'État en République démocratique du Congo, et puis vous êtes allé en Europe. Est-ce qu'on peut avoir votre profil? Qui l'est véritablement pour qu'il soit aujourd'hui professeur? Merci. Ben, mon profil, il est classique, il n'est pas exceptionnel, mais c'est un parcours plutôt, je dirais, assez intéressant pour quelqu'un qui avait de l'ambition. Pour son environnement immédiat, qui avait de l'ambition pour la jeunesse congolaise, qui avait surtout l'ambition pour un Congo fort et émergent en tant que citoyen lambda. Donc j'ai dû travailler durant toute ma jeunesse pour aboutir à ce résultat qui est assez significatif. Donc moi, je suis né à Bruxelles, en Belgique, à l'hôpital AZVUB. Je ne suis pas des seuls. J'étais accompagné de ma charmante sœur Lise Etumba, avec qui nous avons partagé la même naissance, parce que nous sommes tous les deux jumeaux, nés le 24 décembre 1984. Et donc, je suis revenu à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans à Kinshasa pour commencer un autre parcours de mon destin. Donc, très vite, j'ai effectué mon école primaire au complexe scolaire Aurore, à Ngaliema précisément, et de là, je suis allé... Une école très connue ici. Une école très connue, et de là, je suis allé continuer mes études secondaires. J'ai eu à faire quand même, suite à certaines turbulences, 3 écoles au niveau secondaire. Donc j'ai commencé à Bondeko, Saint-Georges à Kitambo, et ensuite je suis allé faire une grande partie des études scientifiques et des humanités au collège Boboto, et enfin au collège Saint-Joseph Elikia, option biochimie, où j'ai obtenu votre diplôme. Mon diplôme d'État.
Et donc, après cela, je suis allé faire des études en Belgique, de 7e préparatoire au collège Robert Cateau, pour pouvoir obtenir justement l'équivalence et aller à l'université. À l'époque, je voulais bien faire l'université libre de Bruxelles, mais ça n'a pas marché parce que Dieu, vous savez, il a d'autres plans, il avait une autre vision pour moi, et donc je suis rentré ici pour commencer mes études universitaires à l'université protestante au Congo. Et là, j'ai fait un parcours intéressant, un parcours normal, un parcours jonché de beaucoup de réussites, notamment en graduat et avec une mention distinction en licence de droit. Et une fois terminé, je suis reparti pour la 2e fois, tenter ma chance une nouvelle fois. Je suis reparti en Europe, mais cette fois-là, c'est pas en Belgique, cette fois-là, c'est à Nice. À Nice, en France, la région Côte d'Azur, où j'avais effectué mes études de Master 1 en droit public approfondi et de Master 2 en droit public international européen. Et donc, étant soucieux de la crise armée et des conflits armés que traversait la RDC, comme c'est encore le cas aujourd'hui, depuis 1998, je voulais devenir expert dans ce domaine de droit international humanitaire et des conflits armés. Donc, je suis allé faire, après mon master à Nice, un stage de 8 mois aux Nations Unies, précisément à New York, au siège des Nations Unies dans l'État de New York. Et donc là, j'étais officier légal dans le cabinet du secrétaire général Ban Ki-moon, et en même temps, je travaillais avec le général Babacar Gaye, qui est le chef d'état-major honoraire des forces armées sénégalaises, mais en même temps qui était le commandant de contingent de la MONUC et de la MONUSCO ici sur place. Donc, on a travaillé à New York. Docteur en droit international. Donc, si vous êtes aujourd'hui devenu sénateur, c'est une mérite. C'est quelque chose que vous avez mérité parce que vous avez un parcours scolaire et académique. Tout à fait. Et puis ensuite, j'ai fait mon doctorat. J'ai commencé en 2014 et je l'ai terminé 6 ans après. Donc 7 ans plus tard, donc il n'y a pas de problème. C'est le mérite, c'est la méritocratie, c'est le fruit d'un travail acharné, c'est aussi le fruit de l'écoute des aînés. En dehors de mes parents, je suis entouré aussi de certains aînés qui m'ont apporté beaucoup de conseils et de courage. Et cela m'a permis d'avancer et de faire ce petit parcours plutôt intéressant. Voilà, vous êtes homme politique en République démocratique du Congo, ça je l'ai dit au début de cette émission, et nous allons avec vous, Monsieur Tristan, commenter l'actualité politique. Vous êtes sénateur de la mandature qui va se terminer, et vous n'avez pas participé aux élections parce que jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, vous vous réclamez toujours être du FCC, du PPRD. Oui, je ne me réclame pas, mais c'est ce que je suis. C'est ce que vous êtes. Mais même... pourquoi vous, à titre personnel, vous n'avez pas traversé comme tous les autres qui étaient aux côtés de Kabila, qui aujourd'hui se retrouvent au sein de l'Union sacrée? Voilà. D'abord, le FCC est une grande plateforme politique qui regroupe plusieurs partis politiques autour de l'autorité morale Joseph Kabila. Et donc, moi, je suis issu plutôt du Parti Avenir du Congo, dont le président est Patrick Bologna, et je suis avec lui et ça se passe plutôt très très bien, il n'y a pas de problème. Alors de ce que vous releviez tout à l'heure concernant la transhumance politique, bah, écoutez, c'est un choix politique pour chacun. Moi j'ai choisi de rester auprès de Joseph Kabila parce que pour moi il représente les idéaux chers à notre nation, qui sont des idéaux de reconstruction, de démocratie et de développement pour ce cher beau pays. Et donc, ayant cette conviction en âme et conscience, j'ai donc décidé de continuer avec lui, de continuer ce chemin de la croix auprès de lui pour pouvoir apporter un jour aux Congolais. Vous êtes conscient que c'est le chemin de la croix, que c'est pas facile. Et un pacte social digne de leur nom. Pourquoi le chemin de la croix? Ben, le chemin de la croix, parce que Joseph Kabila est cet homme qui a fait beaucoup de bonnes choses pour la RDC. Il a apporté l'alternance pour la RDC, politique, la première de l'histoire. Ça n'a jamais existé. Je vous signale que Félix Antoine Tshisekedi est le premier président à avoir
un prédécesseur. Et ça, c'est parce que Joseph Kabila l'a voulu. C'est parce que Joseph Kabila a voulu donner cette occasion de réconciliation nationale à tous les fils et filles du peuple congolais que nous en sommes arrivés là. N'eût été cela, ça aurait été très catastrophique. Ça veut dire qu'à voir les autres pays africains. Mais c'est pas un cadeau parce qu'il était arrivé en fin mandat. Non, il a créé les conditions pour que l'alternance soit finalement une réalité. Et ça, nous lui devons tiers chandelle. Voilà. Alors, je l'ai dit que vous êtes sénateur. Pourquoi le choix de ne pas participer au processus électoral? Bon, écoutez, je ne suis pas le seul à le dire, heureusement. Je crois que la plupart de mes collègues au sein du FCC, vous les avez entendus, donc je ne suis pas le premier et certes pas le dernier à tenir ces propos. L'histoire donne encore une nouvelle fois raison à Joseph Kabila et à nous. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous avons décidé de boycotter ces élections parce qu'il y a des signaux qui montraient que nous assistions plutôt à une supercherie, à une parodie d'élection, je dirais même à un simulacre qui ne rassurait personne. Donc nous avons eu raison de les boycotter. Vous avez vu que récemment, il y a une opposition d'accompagnement et de participation qui est allée vers le pouvoir pour les accompagner dans cette forfaiture. Et vous avez vu le résultat que ça donnait. Nous avons eu raison. On a eu une cour constitutionnelle qui est complètement inféodée au pouvoir. Il n'y a jamais eu d'audit de fichier électoral tel que ça a été demandé par les Congolais et par la communauté internationale. Et puis, vous avez vu comment la résultante de ces élections frauduleuses nous a emmené finalement à avoir un Parlement monolithique, un Parlement monocolore. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Parlement qui incarne réellement une vraie majorité l'équilibre et un vrai pouvoir. Il n'y a pas d'équilibre. C'est un peu comme une sorte de révisionnisme historique que nous sommes en train de vivre parce que nous retournons un peu vers le futur, c'est-à-dire vers le passé, avec le parti-État qui renaît de ses cendres tel un phénix. Donc, Joseph Kabila, clairvoyant, Joseph Kabila, prévenant, savait que ces élections seraient plutôt une sorte de rigolade et il nous a demandé de ne pas y aller et nous avons adhéré à cette vision qui est noble. Et vous lui donnez raison. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Tristan Etumba, de faire de la politique chaise vide? Non, la politique... Le fait d'avoir boycotté ces processus électoraux? Non, pas du tout. Bien au contraire, cela va éveiller la conscience collective, c'est-à-dire la conscience des Congolais. C'était ça notre objectif. C'était de pousser les Congolais à comprendre finalement que nous ne sommes pas dans une vie politique normale et normative telle que le veut la Constitution. Je viens de vous dire ici que c'est une institution parlementaire aujourd'hui qui est sans opposition. Il y en a peut-être 18 ou peut-être 15 qui sont issus de l'opposition. Comment voulez-vous faire marcher le pays dans ces conditions aussi néfastes pour le bien fondé du peuple congolais? Donc je crois que nous, on a fait un bon choix de boycotter ces élections et nous nous en tenons à cela. Je voudrais préciser que la politique, on ne la fait pas seulement en étant dans les institutions. On peut la faire partout. Je crois que même là, vous et moi, on est en train de pratiquer de la politique. Alors dans ce cas, vous êtes de l'opposition ou de la résistance? Je dirais que je suis de la résistance. De la résistance. Alors, à votre avis... Dixit Kabila lui-même. Voilà. À votre avis, quelles ont été les principales lacunes du processus électoral? Écoutez, les principales lacunes, elles sont bien connues. D'abord, il y a une opacité dans le financement de ces élections. Je crois que même beaucoup de membres du gouvernement se sont plaints de ces irrégularités-là. Monsieur Kadima, aujourd'hui, moi je voudrais bien que l'on envoie l'IGF pour voir un peu ce qu'il a eu à manigancer dans le processus et dans le financement électoral. Nous en sommes où? Vous vous rendez compte que nous sommes à 1 milliard des coûts
rien que pour les élections, dans un pays aussi pauvre que la RDC, dans un pays où l'indice de développement humain est classé 189e. En 2018, c'était moins que ça? En 2018, c'était moins que ça. Je crois qu'on était autour de 400 millions, 450 millions avec Nanga. Et avec l'abbé Malumalu et le pasteur Ngoï Nkena, le pasteur Ngoï Mulunda, paix à son âme Ngoï Nkena, l'ancien ministre de la Défense, mais Ngoï Mulunda, je crois qu'on était encore plus bas que ça. Donc, on n'a pas aujourd'hui à se plaindre. Nous avons eu totalement raison. Donc, opacité, cour constitutionnelle complètement servile et inféodée à l'actuel pouvoir. Et puis, troisièmement, le dit du fichier électoral. Tous ces points-là font que il faut être absolument en dérision ou en autodérision pour aller dans ce processus électoral qui, in fine, ressemble plutôt à un désordre qu'autre chose, une inorganisation qu'autre chose. Ok. Alors, vous avez décrié le processus électoral, mais les différents processus électoraux qui se sont succédés en République démocratique du Congo ont toujours été décriés. À l'époque, en 2018, c'était décrié. Pourquoi vous décriez aujourd'hui? Parce que ça se passe pratiquement dans les mêmes conditions. Ah non, 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 non. Mettons-nous bien d'accord là-dessus, cher Floride, ça s'est pas passé dans les mêmes conditions. Ici, on a vraiment atteint... Donc Nanga, c'était plus mieux ah oui, c'était que bien mieux, c'était bien mieux. Ici, on a atteint les bas-fonds dans l'organisation de ces élections. Avec les dispositifs électoraux qui étaient entre les mains des gens. Si ça devait se faire par gradation, là, vraiment, c'est le point zéro que nous avons atteint. Pourquoi on le dit? Mais parce que les réseaux sociaux, vous êtes un informateur du peuple, vous êtes journaliste. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons vu les gens en train de s'arracher les machines à voter. Nous avons vu les gens en train de courir avec les machines à voter. Nous avons vu ceux qui ont été condamnés pour fraude électorale. Je crois qu'il y en a eu 80 au total. 82 peut-être pour les législatives. Nous les avons vus être dans les salles pendant que le peuple était en train de voter et de décider qui doit être là, qui ne doit pas être là. Pire que ça, nous avons même vu Monsieur Kadima nommer les députés nationaux et provinciaux. Et ça, on n'en avait jamais vu ça avant au pays. Lui-même a parlé de nommer. Je ne sais pas si c'était un lapsus linguae, mais il l'a dit. Oui, évidemment. Alors, vous êtes parlementaire. Les parlementaires sont mieux éclairés, informés par rapport à la situation politique, économique, sécuritaire du pays. Quel est, votre regard critique sur le premier mandat de Félix Tshisekedi à la tête du pays en tant que parlementaire? Bon, écoutez, le premier mandat de Félix Tshisekedi, je le trouve plutôt regrettable. Regrettable. Regrettable parce que, bon, il a fait plusieurs promesses. Ce sont des promesses, pour la plupart, à mon avis, qui sont fallacieuses. Hein. Parce que il avait promis la gratuité de l'enseignement, mais on constate plutôt que on a tué l'école. Il avait promis une couverture de santé médicale, de mutuelle pour les fonctionnaires. Je ne sais pas si cela aboutit. Il avait promis de s'installer dans un quartier général, rappelez-vous bien, à l'est du pays. Ça n'a pas été le cas. La sécurité, l'escalade de la crise s'est davantage amplifiée jusqu'à une régénération complète du groupe armé non étatique, le M23. Il avait promis le social pour le peuple congolais, c'est-à-dire une bonne solde pour les militaires, c'est-à-dire un paiement décent pour les fonctionnaires, c'est-à-dire un panier de la ménagère complètement garnie et fournie. On n'a pas atteint ces objectifs-là. Moi, je dis plutôt que c'est un mandat où il y a eu plus de bruit que d'action. On va voir maintenant. Écoutez, on le lucette. On est humain pour son second mandat. Puisqu'il est là, on le lucette que ça aille de l'avant. Mais là, c'était très négatif.
Très négatif, non satisfaisant. Déplorable. Déplorable. Alors, est-ce que on est bien parti après son discours d'investiture, ses 6 axes prioritaires, et encore une promesse que les erreurs du passé ne seront plus répétées? Est-ce qu'à votre avis, on est bien parti? On va voir. Mais bien partir dans un pouvoir qui s'appuie plus sur le népotisme et le tribalisme, je ne sais pas si ce sera le cas. Il a promis de corriger, mais bon, on lui laisse quand même le bénéfice du doute. Nous, on garde avec nous le doute méthodique et on va voir comment il va procéder. Alors, honorable, vous êtes également, vous êtes sénateur, je l'ai dit, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est, inquiète. Les conditions sont de plus en plus déplorables. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Faut-il négocier avec les rebelles? L'approche des solutions, c'est laquelle, finalement? Bon, écoutez, j'ai vu d'abord le volte-face auquel on assiste de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une des premières questions à laquelle on devrait se poser. Bon, écoutez, le Rwanda nous agresse depuis plusieurs années. Il y en a certains qui parlent de guerre par procuration, il y en a d'autres qui parlent de guerre d'agression. Pour nous, les Congolais, nous parlons plutôt d'une guerre d'agression. Pour les Occidentaux, ils parlent plutôt d'une guerre par procuration avec... entre parenthèses. Entre parenthèses, avec le fait que c'était surtout un conflit armé interne internationalisé qui a été provoqué par les activités militaires du Rwanda et de l'Ouganda notamment. Donc c'est une crise qui perdure. Et donc il nous faut des solutions immédiates. Mais les solutions immédiates, c'est qui les trouve? C'est le président de la République et son gouvernement. Je crois que le président actuel doit s'inspirer du schéma du président Kabila, son prédécesseur, comment il avait mené les opérations tant au niveau diplomatique, politique et militaire pour faire aboutir la paix et la sécurité à l'Est. Je vous signale que sous Joseph Kabila, il avait réussi complètement à défaire M23 et à défaire le M23. Aujourd'hui, nous nous posons tous la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'Union européenne poursuit son volte-face parce que cette organisation régionale, tantôt, dit qu'il faut que les minerais d'un pays qui n'en possède pas du tout, notamment le Rwanda, soient commercialisés avec eux. Donc, ils signent un protocole d'accord pour ces opérations du type commercial, ce qui est très grave. En fait, l'Union européenne est en train d'encourager et de nourrir le Rwanda dans ses velléités d'agression. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Face à ce volte-face, ce qu'il faut faire, l'Union européenne nous dit qu'il n'y a pas de solution militaire pour ce faire. Nous disons que la solution est éminemment militaire. C'est la seule solution militaire pour réguler la crise. Nous l'avons vu sous Joseph Kabila, donc nous pensons que ça reste la même méthode. Au lieu d'une diplomatie de show à laquelle on assiste aujourd'hui, qui ne produit aucun résultat, s'accusent entre eux, qui ne produit aucun résultat, au lieu d'une externalisation des conflits armés congolais qui doivent être finalement sous-traités par d'autres pays ou par d'autres organisations régionales telles que la SADC, l'EAC. Tout ça, ça nous dérange. Nous pensons que seule une armée nationale bien équipée, fonctionnelle, compétitive et dissuasive pourra régler définitivement ce chaos. Est-ce que la mise en place de cet accord de collaboration des chaînes de production de matières premières entre le Rwanda et l'Union européenne ne démontre pas la faiblesse du régime congolais à présent? Bah oui, mais puisque vous le dites vous-même, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que le président de la République a parcouru pratiquement toutes les régions du monde pour essayer de pointer clairement le Rwanda. Mais cette politique ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut aller bien au-delà. Il faut qu'il y ait sur une diplomatie
coercitive, une diplomatie qui peut envisager la force pour en finir avec ce marasme à l'Est. Et donc, et l'armée est assez... Vous savez qu'un grand général, Bismarck ottoman, oui. Allemand, le dit à travers une belle maxime que j'apprécie beaucoup. Il dit ceci: la diplomatie sans la force ressemble à de la musique sans instrument. Allez-y comprendre. Alors, honorable Tristan Itumba, on poursuit cette émission, puisque nous sommes en train de commenter l'actualité politique, économique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors, en parlant évidemment de cet accord, la mise en place de cet accord entre l'Union européenne d'une part et le Rwanda de l'autre, portant sur l'exploitation des ressources naturelles de la RDC, est-ce que cela ne traduit pas la faiblesse du gouvernement congolais, alors que les matières premières, les ressources appartiennent à la RDC? Pourquoi intervient le Rwanda? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le gouvernement qui nous a dirigés dans le dernier mandat du président Félix est un des plus faibles de l'histoire. Vous savez bien que Bunagana est tombé entre les mains et le piège des Rwandais et des Ougandais. Depuis plus d'1 an, il n'y a aucune solution qui a été trouvée. L'état de siège pour lequel nous avons passé notre temps à proroger cette loi au niveau des 2 chambres du Parlement, finalement, n'a apporté aucune solution idoine, aucune solution tangible. Donc nous pensons effectivement que cette négligence de la part du gouvernement a favorisé des fléaux tels que l'exploitation illégale des ressources naturelles et donc la prédation de manière continue de notre économie et de nos richesses par les pays voisins. Donc le gouvernement n'a pas su faire respecter l'intégrité territoriale de notre pays, et cela nous coûtera encore bien cher dans les générations qui viennent si nous n'y remédions pas tout de suite. Alors, il y a un courant d'idées qui estime que c'est le nouveau code minier qui n'a pas plu à la grande majorité des multinationales, qui fait qu'aujourd'hui, les multinationales règlent la guerre à la République démocratique du Congo et ne veulent pas en finir. Oui, mais vous savez, ça c'est des lobbies, hein, c'est le lobbyisme qui peut avoir une influence sur l'une ou l'autre chose. Ça c'est connu, les lobbies, ils existent partout. On les trouve aux États-Unis, en France, en Israël, en Chine, etc. C'est plutôt une question de souveraineté. C'est plutôt une question d'indépendance politique et d'indépendance économique. Et ça, c'est que le gouvernement du Congo, qui a en sa charge de mener la politique multisectorielle de l'État, qui peut relever ce défi et qui peut faire ses preuves. Et donc, nous n'attendons pas des fruits de la part des lobbies. Ce que nous voulons, que nous ayons un gouvernement responsable, un gouvernement conséquent qui anticipe les difficultés et les problèmes complexes auxquels la RDC peut être confrontée et qui en même temps les résout. C'est ce que nous voulons. C'est une question, à mon avis, de souveraineté et de prise en charge individuelle. Et vous, quel a été votre rôle en tant que parlementaire lorsque vous saviez que finalement l'état de siège qui, à chaque moment, était prolongé, n'a rien produit? Et vous, parlementaire, quelle a été votre responsabilité dans ça? Oui, nous avions une responsabilité, bien entendu, politique. D'ailleurs, c'est pour ces raisons-là que nous avions constaté que c'était un échec cuisant, et pas seulement les députés et sénateurs du FCC, mais de tout l'ensemble de la classe politique. Et c'est comme ça que nous l'avions dénoncé plusieurs fois au sein de notre institution. Un mot sur Chérubin Okende. Est-ce que vous connaissiez Chérubin? Quel type de relation avez-vous avec Chérubin Okende personnellement? Oui, je le connaissais assez vaguement.
Nous avions eu à échanger une fois, je crois que c'était dans la paroisse Saint-Luc. Je suis protestant, mais je m'y étais rendu pour un baptême. Et donc là, j'avais eu cet honneur et cette occasion-là de discuter avec lui. C'était d'heureuse mémoire que je garde ce si beau souvenir de notre échange. En tant que citoyen congolais, en tant que parlementaire, sénateur vous l'êtes, Cherubin Okende s'est suicidé. Tel a été les résultats fournis par la Cour de cassation, le procureur près de la Cour de cassation. Qu'en dites-vous? Bon, écoutez, la justice, en principe, elle devrait être indépendante et autonome. Mais bon, on lui demande de faire justice. C'est ça le plus important. Donc, elle doit incarner cette droiture qu'on attend d'elle. Voilà, je pense sincèrement que ces conclusions basées sur l'enquête de la mort de Cherubin Okende nous laissent quand même dans un étonnement qui sidère un peu tout le monde. Étonnement. Parce que nous assistons à un dilemme cornélien. Lorsqu'on voit les conditions de sa mort et que à la base, on nous avait dit qu'il s'agissait plutôt d'un de ses garde-corps qui avait commis cette faute grave, et que subitement on nous dise que Cherubin Okende s'est plutôt suicidé. Écoutez, les doutes persistent et ça nous inquiète plutôt. Vous regrettez ces conclusions à titre personnel? Vous regrettez? Vous regrettez l'appareil judiciaire de votre pays? Mais on peut être qu'humain. Je pense que Félix-Antoine Tshisekedi lui-même l'a dit, non, que cet appareil judiciaire était complètement malade. Donc c'est à lui de trouver ses solutions. C'est à lui de remédier à tout ça. C'est à lui de réformer la justice pour qu'elle soit réellement compétente. Cet appareil, il est malade ou il est déjà mort? Je commence à avoir l'impression qu'il est nettement mort. Alors, on va... Et donc, pour parler de Cherubin Okende, qui est un homme très brillant, un homme sage qui a marqué plus d'un, c'est quand même regrettable que sa vie se termine par une telle boutade. J'ai fait une émission très récemment avec Kofi Olomide, où nous réfléchissions sur le rôle du Parlement bicaméral, notre Parlement, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Il estimait pour lui que les sénateurs, qu'est-ce que les sénateurs font pour les Congolais? Que représente le sénateur? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? À cette question, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Quel est le rôle des Sénats? On trouve qu'on nous paye pour rien. Non, écoutez, le sénateur a son rôle à jouer pleinement. Il contrôle le gouvernement, il légifère. Je crois que c'est un travail très enrichissant. Non, mais le sénateur a un rôle de deuxième lecture. Je peux même dire qu'il a un rôle en réalité de sanctionner un peu ce qui est fait dans la chambre basse. C'est lui qui détermine. Vous avez oublié plusieurs épisodes pendant lesquels nous avions corrigé, durant cette législature notamment, les députés. Je vous en citerai, il y en a légion, mais si on le fait, on va plutôt y passer toute la nuit. Non, mais écoutez, Kofi Olomide a le droit de faire ses réflexions en tant que citoyen congolais, et j'apprends qu'il est plutôt candidat sénateur. Ben bon, on verra ce que ça va donner dans son cas. Bonne chance à lui et bon vent. Alors, quand on regarde aujourd'hui le budget de la République démocratique du Congo, en termes de répartition de richesses, est-ce que vous estimez, vous, en tant que sénateur parlementaire, ces droits, ces avantages, vous les méritez? Bon, écoutez, on n'est pas non plus des va-nu-pieds. C'est quand même un sénateur ou un député, c'est des personnes honorables et notables qui doivent avoir quand même droit à un traitement le plus, je dirais, un des plus justes. Plus qu'un médecin, un professeur? Je n'ai pas dit ça. D'accord.
Mais c'est vrai qu'il y a un problème autour de la répartition des richesses qui se doit d'être équitable pour tous les Congolais, qui évidemment exaspère plus d'un, dont moi. Et donc, je pense qu'il faut que de plus en plus le gouvernement aille dans le sens et fasse des efforts pour réduire ce contraste qu'il y a entre les médecins, les magistrats et les parlementaires. Je dirais même qu'il y a une forme de disparité qui nous étonne parfois. Disparité criante, hein? Qui est assez criante. Nous le déplorons. Nous avons eu à le rappeler dans plusieurs des plénières. Bon, les réponses viendront de l'exécutif, peut-être dans la législature qui va arriver. Peut-être qu'on va réduire, peut-être qu'on va donner une quotité plus importante aux autres, et ainsi de suite. Ça, en tout cas, c'est notre souhait. Et vous êtes à la fin. Allez-vous déposer une candidature pour revenir dans une nouvelle législature? Mais écoutez, il s'agit ici d'une question de symétrie des formes. C'est-à-dire je suis du FCC. Nous avons décidé, le président Kabila a donné une directive politique claire et nette, qu'il faut boycotter ces élections. Et moi, en tant qu'un de ces soldats, je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous pensez que je dois me contredire en allant encore déposer une candidature quelconque? Non, il faut être sérieux. Voilà. Et je le suis. On va finir cette émission avec la toute dernière question, puisque aujourd'hui nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme. Oui. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux femmes, à la femme congolaise, quand on regarde cette femme qui s'élève le matin, quand on regarde cette femme à l'est de la République démocratique du Congo qui fuit les affres de la guerre? Un message particulier à la femme congolaise. Ben écoutez, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, parce qu'il y a souvent une confusion. Les gens parlent du droit international de la femme. Nous célébrons l'avancée des droits des femmes dans la société, notamment les femmes qui se veulent être plus actives, les femmes qui se veulent être plus courageuses, les femmes qui se veulent être aussi aimantes pour leurs hommes. Ça aussi, c'est leur rôle. Hein, et pour leurs enfants. Il ne faut pas qu'elles oublient, car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, ce concept international de la journée des droits de la femme, ou de la femme, comme on dit communément, a été conçu par Kurt Waldheim, qui était le secrétaire général des Nations Unies en 1977, pour donner une place de choix à la femme. Parce qu'elle avait été l'objet de plusieurs humiliations dans les différents siècles, et donc il fallait absolument qu'elle trouve une position importante et reconnue au sein des Nations Unies pour qu'elle se prévale aussi autant que l'homme. Et la femme congolaise, à votre avis? La femme congolaise, elle a sa place dans la société? Bien sûr, il n'y a pas plus forte femme que celle-là. Oui. Elle subit beaucoup d'affres. Elle mène une vie âpre et dure, mais elle se relève toujours. C'est la femme congolaise qui éduque les enfants que nous sommes aujourd'hui. C'est la femme congolaise qui nourrit les hommes que nous sommes aujourd'hui. C'est la femme congolaise qui se bat pour la paix à l'Est de notre pays. Et malheureusement, c'est encore la femme congolaise qui subit toutes les atrocités et les violences sexuelles à l'Est du pays, comme jamais vu auparavant, bien pire même qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a fini cette émission. Lorsque vous voyagez à l'étranger, en tant que Congolais, citoyen de la République démocratique du Congo, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, est-ce que vous êtes fier de vous présenter comme un citoyen congolais à l'étranger? Ah, bien sûr. Je suis fier d'être congolais. Ça, c'est le premier cadeau que l'Éternel m'ait donné. Je suis assis sur un pays riche, une puissance géologique, une puissance hydrologique, et une puissance continentale. Mais j'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris ma question. Mais le regard que le monde a sur votre pays, le fait que votre État, votre gouvernement ne soit pas assez fort pour relever les défis, c'est cette image-là que l'homme blanc ou les étrangers ont sur vous. Est-ce que vous êtes fier
de porter cette identité congolaise à l'étranger? Son identité, on la garde toujours. Malgré tout. Malgré tout. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on s'assume fier d'être ce qu'on est. Et moi, malgré tout ce que les gens pensent du Congo, je leur dis tête haute que je suis fier d'être congolais. Le Congo traverse son histoire comme toutes les nations au monde. Il y a toujours ces trois parties. Il y a toujours l'apogée, le déclin et puis la renaissance. Voilà. Donc je crois que c'est vrai qu'en ce moment-ci, le Congo connaît son déclin, parce que au niveau social, c'est pas terrible. Au niveau politique, il n'y a aucune issue telle qu'on le voit de réconciliation nationale, parce que les gens sont plus tournés vers leurs intérêts privés et personnels. Mais je pense que tôt ou tard, ça ira de plus belle et on pourra renaître de nos cendres. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir participé à cette émission avec Floride. Je rappelle que vous êtes sénateur et docteur en droit international, acteur politique en République démocratique du Congo, Tristan Etumba Boyengo. Merci d'avoir été de nôtre. Je vous remercie, cher Floride. Cette émission est terminée. Merci à vous également de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir.